Surdoués ou autistes? Les surdoués sont-ils atteints d'autisme Asperger? Certains aspects de l'autisme et des surdoués se superposent, mais on se rend compte qu'il pourrait surtout y avoir des preuves d'un lien génétique entre les deux états selon une étude de 2015 dont je vais te parler. Donc la vraie question qu'on peut se poser et à laquelle je vais tenter de répondre, c'est: les surdoués sont-ils aussi des autistes? Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Je les aide à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle ils apprennent à s'épanouir avec leur endurance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux changer positivement ta vie. Alors, pourquoi il est important de déterminer si on est autiste ou si on est haut potentiel? Il faut d'abord partir du principe qu'il y a 3 cases, on va dire. Il y a ce qu'on appelle l'autiste simple, l'autiste Asperger, qu'on appelle aussi un ASPI, et le haut potentiel, qu'on appelle aussi un surdoué. Et il faut savoir que pour chacune des caractéristiques, les voies d'amélioration ne sont pas tout à fait les mêmes, bien qu'il y ait beaucoup de points communs entre les autistes Asperger et les hauts potentiels. Pour débuter cette vidéo et pour bien comprendre, il faut savoir que dans une étude de 2015 qui a été publiée dans le Human Heredity, le docteur Ruth Satz, professeur de psychologie et co-auteur d'un livre sur justement l'autisme, elle a étudié avec ses collègues l'ADN de surdoués et de membres autistes de leur famille. Et ils ont découvert que le surdoué et le membre autiste de leur famille semblaient chaque fois tous deux avoir subi une mutation génétique ou des mutations sur le bras court du chromosome, d'un des chromosomes. Une mutation qui est non partagée par leurs parents neurotypiques, par leurs parents normaux. Donc les surdoués pourraient avoir une forme d'autisme très spécifique, être dotés des atouts de l'autisme, mais très peu des désavantages. Donc je t'ai mis en description du podcast ou de l'audio le lien vers l'article scientifique. Si tu veux aller plus loin, l'article est en anglais, mais ça peut être très intéressant de le découvrir. La grande idée où je veux t'amener aujourd'hui, c'est que nous avons tous des caractéristiques et des troubles psychologiques. Et ce n'est pas pour autant que c'est un problème. Qu'on soit neurotypique, c'est-à-dire normaux, haut potentiel ou d'autres caractéristiques, on a tous des troubles. Mais là où ça se complique, c'est parce qu'en fait, il y a 3 courants à bien comprendre et 3 courants qui parfois divergent. Et pour ça que tu es peut-être dans ce cas-là de te dire « mais je ne saisis plus très bien où est la vérité, j'ai l'impression d'être un petit peu dans le brouillard, haut potentiel, autisme Asperger. Tout le monde me dit que c'est pareil, d'autres me disent que c'est pas pareil. Bref, où on en est. Donc, premier courant de pensée, c'est qu'il existe actuellement 2 systèmes de classification clinique des troubles mentaux. Le premier, c'est le CIM-10, la classification internationale des maladies, qui est publiée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et il y a le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, publié par l'Association américaine de psychiatrie. Cette description des troubles mentaux, c'est le côté des psychologues et des psychiatres. Ces personnes-là caractérisent la souffrance psychique en termes de troubles, de dysfonctionnement à réparer. Et là, c'est le mot « réparer » qu'il est important d'associer avec ce courant de pensée, on va dire.
Le deuxième courant de pensée, là, c'est plutôt le monde des psychanalystes. Et là, il s'agit pour eux d'une controverse portant sur l'idée même du trouble mental. Parce que de nombreux chercheurs qui s'appuient sur la psychanalyse montrent que penser la souffrance psychique en termes de trouble, plutôt qu'en termes de symptômes ou de signes, revient à penser que cette souffrance est un dysfonctionnement à normaliser, comme une machine à réparer, c'est ce qu'on vient de voir. Et là, la grande différence dans ce monde de la psychanalyse, c'est que on caractérise la souffrance psychique comme un symptôme, un signe. Et le symptôme, c'est l'expression symbolique d'un conflit psychique, d'un unique conflit psychique. Donc, d'après eux, on aurait tous des névroses et ça serait normal. Donc déjà, on voit qu'avec ces deux courants, on a une opposition entre psychologue, psychiatre et psychanalyste. D'un côté, il y a un problème à réparer, de l'autre, il s'agit juste d'une névrose liée à un conflit psychique. Troisième courant de pensée, c'est la théorie de la désintégration positive de Dabrowski, qui vient renforcer le courant justement de la psychanalyse. Donc je te renvoie vers une vidéo qui va sûrement s'afficher dans le coin ici, que j'ai faite très complète sur la désintégration de Dabrowski. Cette théorie, je te la résume rapidement, elle va à l'encontre de l'opinion majoritaire en psychologie qui décrit la santé mentale par l'absence de symptômes. Dabrowski considère la santé mentale comme la capacité à se développer positivement grâce au processus de la désintégration positive, comme il la nomme. La personne en cours de développement, d'après lui, va généralement passer par des crises de grande souffrance psychologique. Elle sera donc, d'après lui, considérée comme malade du point de vue répandu de la psychiatrie, mais pas du tout du point de vue de la théorie de la désintégration positive. Donc, d'après Dabrowski, le fait d'être sans névrose légère n'est pas un signe de bonne santé mentale. Donc, si on part de ce postulat que nous avons tous des symptômes, des signes de troubles mentaux, nous avons tous des caractéristiques de surdoué, Asperger, de phobique, de maniaque, de TOC, de schizophrène, etc. Que nous soyons normaux-pensants, neurotypiques ou haut potentiel. On a tous ces caractéristiques en nous parce que nous sommes humains. Mais notre construction psychique nous permet de réguler ces troubles pour les garder dans une norme acceptable, à la fois pour nous et à la fois pour les autres. C'est-à-dire qu'on ne porte pas atteinte à notre propre sécurité ni à la sécurité de notre entourage. En un terme plus simple, si les symptômes sont minimes, qu'ils ne sont pas handicapants, c'est le mot qu'il faut retenir là, s'ils ne sont pas handicapants, eh bien, c'est pas grave. C'est à partir du moment où l'on dépasse la limite du handicap que le symptôme devient réellement problématique. Donc quand on dit haut potentiel et qu'on dit haut potentiel autiste Asperger, il faut savoir que tout le monde, les neurotypiques comme les hauts potentiels, comme tous les autres, nous avons des caractéristiques autistiques et Asperger. Seulement, elles sont normalisées dans notre construction psychique. Et c'est pour ça qu'on a tous des expressions d'autistes et d'Asperger, mais à des niveaux plus ou moins élevés, tout comme les hauts potentiels. Donc, en ce qui nous concerne, on peut être HPI ou même THQI et Asperger. Pourquoi ? Parce qu'on ne passe pas d'un coup de baguette magique avec une frontière franche de neurotypique à surdoué, la fameuse barrière des 125 ou des 130 de QI, elle n'existe pas cette barrière. C'est beaucoup plus flou, diffus que ça. On ne devient pas d'un coup haut potentiel à 126 ou à 131 et en dessous, on est normal. Non, mais c'est la même manière qu'on doit considérer l'autisme et l'autisme Asperger, c'est-à-dire qu'effectivement, on a tous en nous de ces caractéristiques-là qui sont normalisées en fonction de notre construction psychique, mais qu'on a parfois des émergences plus ou moins claires de ce fonctionnement psychologique. C'est-à-dire que les barrières psychiques ne sont jamais franches, elles sont mobiles dans le temps, et
Si on prend l'exemple de la dépression, on peut être en dépression aujourd'hui et ne plus l'être dans 1 an, par exemple. Donc, si cette caractéristique autistique et Asperger n'est pas handicapante, il n'y a pas de problème. L'intérêt de dépister efficacement une personne qui a des caractéristiques autistiques et Asperger, c'est de prendre en charge les handicaps qui y sont liés. Et parmi ces handicaps qui sont aussi des traits de différence entre les HP et les autistes, on trouve différents problèmes. Je vais t'en donner quelques-uns. Premièrement, les autistes ont du mal à imaginer ce que pensent les gens. Alors que pour les surdoués, pour les hauts potentiels, c'est le contraire. Ils imaginent très bien ce que pensent les autres. Ils ont beaucoup d'empathie. C'est cette capacité de comprendre et savoir ce que les autres ressentent. Les autistes n'ont pas du tout d'empathie, par exemple. Autre différence, les autistes ont du mal à faire des liens entre les informations et les perceptions, entre ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient et ce qu'ils sentent. Par contre, ils sont très forts pour voir les détails et découper les choses en morceaux. Pour les enfants ou pour les adultes au potentiel, c'est tout le contraire. Ils sont très bons pour faire une modélisation, une synthèse, mettre les informations ensemble pour comprendre quelque chose qui n'est pas dit ou qui n'est pas écrit. Mais ils ne sont pas bons pour découper en petits morceaux. Autre différence, les autistes n'ont pas d'imagination développée, alors que les surdoués, les hauts potentiels, ont beaucoup d'imagination, c'est une partie très développée. Donc, tu comprends que tous ces contraires, hauts potentiels et autistes Asperger, peuvent se compenser chez une personne. Parce que le fait d'être surdoué peut cacher le syndrome d'Asperger, et le syndrome d'Asperger peut cacher ou peut ne pas révéler un haut potentiel. Donc, je te renvoie vers une deuxième vidéo, tu auras aussi le lien en description de la vidéo du podcast qui va s'afficher aussi ici, vers une vidéo dans laquelle tu peux faire un test pour dépister si tu es autiste, Asperger ou pas. La vidéo s'appelle « Es-tu autiste ou surdoué ? Fais le test ». C'est une vidéo qui a eu beaucoup de succès. Je te la partage. Tu vas avoir une série de 50 questions qui vont te permettre de faire un dépistage, voir si tu as des traits autistiques ou pas. Attention, ce n'est pas un diagnostic, c'est un dépistage uniquement, mais c'est un dépistage qui s'appuie sur un test clinique. Donc c'est un test qui est très intéressant à faire si tu as des doutes. Et il est vrai que dans certains cas, il faut aller consulter un spécialiste, soit de la douance ou soit de l'autisme, ou les deux cumulés, c'est encore mieux. Pour ce qui est des spécialistes de l'autisme, il faut savoir qu'il y a les CRA, les centres de ressources autisme, qui s'en chargent de faire un dépistage. Il y en a un petit peu de partout en France. Tu tapes dans Google centre CRA et tu seras renseigné. Et pour les spécialistes de la douance, c'est un petit peu moins bien organisé. Donc si tu veux, tu prends contact avec moi, tu as les coordonnées et je te guiderai justement pour une détection de l'autisme Asperger. Mais ce que tu dois retenir, c'est qu'on est vraiment autiste Asperger quand ça devient fortement handicapant pour soi, si tu tombes en introversion profonde, avec une souffrance profonde, ou si ça devient handicapant pour les autres, que tu deviens asocial et qu'il n'y a plus de connexion sociale. Mais si tu as juste des petits traits de caractère autiste Asperger qui se manifestent, en soi, c'est pas grave parce qu'on les a tous. Et on peut souvent se reconnaître dans la description en disant « Ah oui, c'est vrai que moi, parfois, j'ai du mal à comprendre ce que les gens veulent me dire » ou « C'est vrai que parfois, je manque un petit peu d'imagination. » Mais si c'est juste un truc léger, c'est pas grave. Quand ça devient handicapant, c'est-à-dire quand on n'arrive pas du tout à décrire les émotions qu'il y a sur un visage, mais du tout, là, effectivement, c'est de l'autisme Asperger. Quand on a un gros problème à décrypter les émotions, mais aussi à avoir de l'imagination, à raconter une histoire, ben là, c'est handicapant. Là, c'est peut-être de l'autisme Asperger. Mais dans les autres cas, c'est pas un handicap, c'est pas grave. Je te recommande vraiment, pour terminer, de faire le test dans la vidéo si tu as vraiment un doute, tu as peur d'avoir ça avant d'engager quoi que ce soit. Fais le test dans la vidéo qui s'affiche ou qui est en description. Tu auras déjà beaucoup plus de clarté par rapport aux questions. Ça fait quand même 50 questions, c'est un petit peu long, mais ça garantit la qualité du test de dépistage. Et puis après, si tu veux aller plus loin, tu pourras prendre rendez-vous dans un des centres de dépistage de l'autisme ou avec un expert des hauts potentiels.
Je te félicite d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. Tu peux me mettre un like ou un dislike pour me dire si ça t'a plu, si ça t'a pas plu. Me laisser un commentaire parce que je réponds à tous les commentaires pertinents. C'est sûr que si tu me mets juste un « Hey, salut toi !» je vais pas prendre le temps de répondre, je vais peut-être mettre un petit like aussi, mais je vais répondre aux personnes qui me laissent un commentaire pertinent parce que j'ai énormément de commentaires, mais je lis tous les commentaires. Merci, félicitations, laisse un commentaire, et partage la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.